Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette session des rencontres économiques d'Aix pour un débat consacré au numérique et à la technologie. Donc, dans la partie sur la technologie, remède ou poison, point d'interrogation, nous avons un débat qui a lieu maintenant sur le thème numérique et liberté, une équation compliquée. On vient de le voir ces derniers mois. Et avant de vous présenter nos invités, je laisse la parole tout de suite à Valérie Mignon, avec laquelle je vais co-animer ce débat. Donc moi, je suis Christophe Allic, je suis journaliste à Libération au service économie. Et donc, je vais co-animer ce débat avec Valérie Mignon, qui est membre du Cercle des économistes et qui est professeur à Nanterre, professeur d'économie, et qui va vous présenter donc ce débat autour du thème numérique et liberté, une équation compliquée. Très bien, merci À beaucoup. vous Valérie. Merci beaucoup Christophe. Donc bonjour à tous et bienvenue à cette session numérique et liberté. Alors selon la loi informatique et liberté donc de juin 2019, le numérique doit être au service de chaque citoyen, c'est-à-dire qu'il doit être inclusif tout en garantissant le respect des libertés. Alors qu'en est-il dans les faits ? Bien, en France, l'exclusion numérique concerne près de 30% de la population. Donc, ce sont ainsi 14 millions de personnes qui n'ont pas accès au numérique ou qui éprouvent des difficultés à l'utiliser. Donc, concrètement, on le voit bien, la fracture numérique est bien présente. Alors, face à cette réalité, l'inclusion numérique constitue un réel enjeu de société. Alors, avec à la clé une réduction des fractures et des inégalités, un accroissement des chances de réussite, un gain en matière d'autonomie et en conséquence un moyen de préserver les libertés. Ce dernier aspect, la question des libertés, est absolument crucial. On peut se poser plusieurs questions, en particulier le numérique est-il réellement un gage de liberté et de quelle liberté parle-t-on précisément ? Alors, à première vue, je dirais que le numérique et tout particulièrement Internet peut être perçu comme un garant de la liberté d'expression. Or, dans le même temps, beaucoup d'individus se sentent, je dirais, de plus en plus dépossédés de leur liberté privée. Alors, ça s'explique par les intrusions massives et désormais quasi systématiques dans nos vies privées, au travers en particulier de la collecte des données nous concernant. Les traces numériques que, je dirais, nous, millions d'individus, laissons en nous connectant, vont conduire à la production d'au moins autant de données qui vont pouvoir être utilisables par de multiples individus, des publicitaires, des entreprises, des banquiers, mais aussi, évidemment, tout ce qui est escrocs, autres malfaiteurs. L'illustration la plus directe est fournie par les multiples publicités intrusives qui réellement envahissent au quotidien nos écrans concernant des produits en lien avec les fameuses traces que nous avons laissées sur la toile. Alors, de très nombreux exemples d'utilisation abusive de données personnelles peuvent aussi être fournis, comme le vol de données personnelles de millions d'utilisateurs de Facebook en octobre 2018. Donc, je crois qu'on le voit bien, tout l'enjeu réside ici dans la protection des données et de notre identité numérique afin que nos libertés soient préservées. Alors, une autre question qui se pose est celle du respect de la liberté des travailleurs avec la mise en place d'outils numériques qui permettent aux employeurs de surveiller leurs salariés. Je dirais que de tels procédés interrogent plus généralement sur les limites à fixer au système de surveillance numérique afin que les libertés individuelles ne soient pas bafouées. Alors, un autre aspect évidemment absolument crucial, c'est celui de la liberté d'expression. Donc, comment garantir cette liberté tout en la limitant en cas d'abus ? Donc, cette question est d'autant plus forte, à mon sens, que le numérique englobe nécessairement une dimension internationale, ce qui
place par conséquent le droit international face à de nouvelles problématiques. Est-ce qu'on assiste aujourd'hui à une recrudescence des limites à la liberté d'expression induite par le développement du numérique? Est-ce que la fréquence et l'ampleur de la censure ont augmenté? Alors, plusieurs pays, à l'instar évidemment de la Chine, ont mis en place des systèmes qui visent à bloquer l'accès à certains sites sans nécessairement recourir à un quelconque contrôle par les autorités judiciaires. Alors, le champ de la liberté d'expression peut donc se trouver, on le voit bien, réduit face à un blocage excessif. Et donc, le défi à relever va être celui de l'équilibre à trouver entre respect de la liberté d'expression, qui est évidemment au fondement de toute démocratie, et son encadrement. Alors, à côté des libertés individuelles, c'est aussi la question de la liberté collective qui est en jeu. L'exemple le plus parlant en la matière est probablement celui de l'entreprise Cambridge Analytica. Voilà, on en a beaucoup entendu parler. Celle-ci a été très active lors de la campagne de Donald Trump pour les élections présidentielles américaines, en aspirant les données et les informations privées donc de dizaines de millions d'internautes. Et ce piratage, en fait, a permis de réaliser une campagne individualisée avec des messages ciblés selon les préférences des utilisateurs. Cette même société, vous le savez, a aussi été suspectée d'avoir joué un rôle crucial dans le référendum sur le Brexit en 2016, donc en orientant les votes en faveur de la sortie de l'Union européenne. Donc on le voit bien, je crois, outre la liberté individuelle, c'est ici la liberté collective qui est atteinte, puisque la campagne menée via ces piratages de données privées est à même d'influencer les votes et donc le résultat final qui s'imposera à tous. Donc comme on le voit, la relation effectivement entre numérique et liberté est très complexe. Elle revêt un grand nombre de dimensions dont nous allons donc débattre précisément aujourd'hui autour d'interventions qui s'annoncent passionnantes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Valérie Mignon pour cette introduction sur un sujet qui est effectivement très vaste. La question du numérique et des libertés, elle se pose depuis le début et effectivement, comme on l'a intitulé, c'est une équation très compliquée. Alors, pour vous éclairer sur ce sujet et débattre de ce sujet cet après-midi, nous avons invité plusieurs spécialistes avec des regards différents, des métiers différents, des activités différentes. Donc je vais vous les présenter très rapidement avant de leur laisser la parole. Donc nous avons avec nous Joël Toledano, qui est membre du Cercle des économistes, qui est professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine, à la chaire Gouvernance et Régulation, et puis qui a, je dirais, une grande expérience un petit peu du domaine de la régulation du secteur des télécoms et du numérique, étant donné qu'elle est au conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences, qu'elle a été membre du collège de l'ARCEP, qui est le gendarme des télécoms en France et dont on parle beaucoup actuellement parce que c'est lui qui va organiser prochainement, au mois de septembre, les enchères sur la 5G, la nouvelle norme de téléphonie mobile ultra rapide, qui est assez contestée. Peut-être qu'on en parlera un tout petit peu, peut-être que ce sera un enjeu autour du numérique et des libertés. Et puis vous êtes membre du conseil d'administration de plusieurs startups, notamment spécialisées dans la blockchain, dont vous êtes aussi une spécialiste. Vous avez écrit un livre, je crois, un rapport pour France Stratégie sur les enjeux de la blockchain. Et alors, pour vous donner un petit peu, pour vous dire à quel point Joël est au cœur de notre sujet, elle va faire paraître au mois de septembre aux éditions Odile Jacob un livre dont le titre dit tout, GAFA, virgule, reprenons le pouvoir. Donc ça, le GAFA, il va certainement en être question. Alors, avant de vous donner la parole, Joël, je présente nos autres invités, nos autres intervenants.
Donc nous avons également avec nous Alexandre Cadin. Alexandre Cadin, vous avez monté une start-up qui s'appelle Anima, qui est un studio d'innovation. Voilà, et qui, en développant des méthodologies d'innovation, vous nous avez expliqué ça avant le débat, permet un petit peu de monter des plateformes, des réflexions et de développer des sujets, comme récemment, je crois que c'est une plateforme IA Commons, hein, qui est gérée par l'ONU, qui est autour de l'intelligence artificielle et qui donc pose la question de ce qu'on appelle l'économie des communs et de voir comment l'intelligence artificielle peut faire partie des communs ou du bien commun. Et donc vous êtes professeur d'économie également, vous intervenez à HEC, vous avez un cours qui s'appelle Economic Futures, qui n'est pas sur des produits financiers liés aux nouvelles technologies, mais qui est un petit peu sur le futur de l'économie justement, autour de cette notion des communs. Et vous êtes également, vous intervenez également, je crois, à l'École normale supérieure, dont, me semble-t-il, vous devez être un ancien élève, non, aussi. Voilà. Et donc vous avez, enfin, je représenterai quand ce sera votre tour d'intervenir, je représente, voilà, je dirais un tout petit mot au moment de la transition de votre sujet du jour. Et puis nous avons en direct de Washington, Monsieur Barry Lin, qui est avec nous, qui est le fondateur, je crois, et le responsable de l'Open Market Institute, qui est un ancien journaliste, qui a travaillé à la New American Foundations. Et l'objectif et le but de l'Open Market Institute semble assez clair. Il est de lutter contre les monopoles de toutes sortes qui se sont développés et qui grossissent aujourd'hui dans l'économie, ces très grandes entreprises, notamment dans le numérique, qui sont les GAFA, qui voilà, ont acquis un pouvoir ces dernières années absolument gigantesque. On les présente souvent comme un pouvoir largement supérieur à ceux des États, qui ont d'ailleurs continué à croître et à montrer qu'ils avaient un modèle économique particulièrement résilient, y compris pendant la crise, pendant la pandémie et la crise du Covid, et donc qui semble encore plus fort aujourd'hui peut-être qu'il n'était avant le début de la crise sanitaire. Et donc l'OMI, donc l'Open Market Institute, se bat pour proposer des alternatives de régulation et pour essayer de limiter cette concentration qui est inhérente finalement un petit peu à notre économie de marché, et pour aider à limiter ce pouvoir et à réguler ce pouvoir des super monopoles de l'Internet. Voilà, alors on va commencer donc par laisser la parole à nos trois intervenants pour une dizaine de minutes. Après, nous dialoguerons ensemble. Nous aurons également des questions. J'invite tous les gens qui nous regardent à poser des questions sur la plateforme des rencontres économiques d'Aix pour qu'on puisse les passer à nos invités. Et je laisse tout de suite la parole à Joël Toledano, qui va nous dire que le numérique, c'est une équation compliquée avec la liberté, mais pas seulement avec la liberté, je crois. Absolument. Enfin, pour nous qui commençons à rentrer dans ce siècle du numérique, ce que je voudrais effectivement dire, c'est que le numérique et la liberté, c'est une équation compliquée, et je crois qu'on vient d'en avoir une démonstration éclatante, mais le numérique et la concurrence, c'est aussi une équation très compliquée. On en parlera, et nous sommes quelques-uns ici là à vouloir parler de ce sujet-là, mais Madame Vestager nous en a parlé hier au point de nous dire qu'il fallait faire évoluer la façon dont on appliquait le droit de la concurrence pour le numérique. Donc le numérique et l'inclusion, le numérique et les inégalités, c'est aussi une équation compliquée. En réalité, c'est le numérique qui est compliqué avec le fait qu'on a
un peu tendance souvent à avoir des idées simples. Au début, c'est normal, hein, c'est plus facile, mais elles sont souvent fausses. Le numérique dans ses différentes dimensions applicatives, j'ai résumé en disant que c'était compliqué, plus exactement, c'est l'appréciation de ses effets et la façon de les gérer qui sont très difficiles à évaluer, en particulier par les effets et les risques de court terme, et puis ceux à plus long terme. En réalité, il me semble que nous avons beaucoup de mal à anticiper ces dynamiques de long terme. Nous continuons très souvent à les voir à travers nos lunettes de la fin du XXe siècle et avec les institutions du XXe siècle. Et le XXe siècle, il n'est pas si lointain que ça. À cette époque pas si lointaine, vous vous souvenez, à la fin du XXe siècle, pour certains d'entre nous qui sommes autour de cette table, au moment de la création d'Internet, c'était un monde où les geeks et les libertaires cohabitaient, voire ne faisaient qu'un. Et sur le net, les institutions du monde physique étaient bannies au profit d'une civilisation de l'esprit plus humaine et plus juste. En réalité, là, je suis en train de vous citer un bout du discours de la fameuse déclaration d'indépendance du cyberespace en 1996, celui qu'on a pu appeler le père de la dernière utopie du XXe siècle, John Perry Barlow. Fondamentalement, quand on reprend les textes de la première décennie du millénaire, là encore plus près, on n'est pas à la fin du XXe siècle, on retrouve des discours où l'autorégulation au bénéfice de la liberté et de l'innovation était l'alpha et l'oméga de tous les discours. Aujourd'hui, l'économie numérique et les technologies numériques sont largement dominées, voire monopolisées par quelques acteurs, très loin de cette vision horizontale qui nous était présentée et rêvée à la fin du XXe siècle, avec quelques grands empires numériques américains qui ont largement pris le pouvoir. Pour nous, Européens, nos marchés ont été, au fond, d'une certaine façon, colonisés. Les GAFA se sont créés des chasses gardées, des écosystèmes en dehors desquels il est très difficile de se développer et à l'intérieur desquels il y a effectivement au départ des possibilités de croissance rapides. On a toute une série d'exemples. C'est formidable de pouvoir s'appuyer sur le marketplace d'Amazon pour commencer à exister. C'est fantastique d'avoir une app qui réussit sur l'Apple Store. Chacun d'entre nous connaît des exemples de ce type-là. Oui, mais au bout d'un moment, on se rend compte que la contrepartie, c'est une régulation privée de ces acteurs-là, et qui au début est assez bienveillante, mais ne l'est pas toujours, et parfois il y a quelques difficultés. Alors, ces puissances qui sont à la fois économiques, financières, technologiques et politico-médiatiques ont largement verrouillé la concurrence en Europe par différentes méthodes. Évidemment, chacun d'entre nous en est conscient, le talent et la qualité de service de toute une série de choses qu'on est nombreux à apprécier, mais aussi des abus de position dominante et des acquisitions qui permettaient effectivement, ou plus exactement empêchaient l'innovation de se développer à côté. Du rêve historique du cyberespace de liberté, il reste schématiquement Wikipédia et les logiciels libres, et j'espère toutes les applications que mon voisin pourra effectivement faire rentrer dans les nouveaux communs. Mais au fond, il n'y en a pas beaucoup plus que ceux que je viens de citer. Et on vit quand même souvent dans ce rêve toujours qu'ils sont très présents. Et il y a beaucoup de discours autour. Certes, alors, on entend beaucoup, d'autres acteurs existent, les Chinois, les autres Américains. Mais d'une part, on est en droit de penser qu'ils ont souvent les mêmes ambitions que ceux que je viens de citer. Et d'autre part, leur présence en Europe, là je parle des Chinois ou des autres Américains, est encore limitée ou en tout cas cantonnée à des activités identifiées. Ce qui fait vraiment la spécificité des GAFA, c'est la création d'écosystèmes avec une empreinte toujours croissante, une sorte de développement en tache d'huile et leur capacité à verrouiller la concurrence. Et là je crois que dans les 2 dernières années, on a eu toute une série de rapports techniques, économiques, etc., qui montraient bien, à la fois qui partageaient ce diagnostic et qui en montraient les conséquences.
Le problème, c'est que souvent, aujourd'hui, ces institutions du XXe siècle sur lesquelles on vit sont aussi passablement dépassées. Alors, évidemment, en parlant, certes en ayant le temps de parler, mais c'est bref, tout ça est un peu simpliste, c'est un peu rapide, mais c'est d'abord et surtout un appel à la réflexion, justement, pour faire collectivement ce travail de compréhension que nous n'avons pas fait au début, on ne comprenait pas bien ce qui se passait, et à trouver les solutions. Je crois que c'est possible. Il faut fabriquer ces nouvelles règles et ces nouvelles institutions, et il faut vraiment, dans ce nouveau monde du numérique, apprendre à conjuguer davantage le court terme et le long terme, et intégrer les spécificités économiques de l'économie numérique. Alors, je vais vous donner quelques exemples, parce que sinon ça fait très théorique tout ce que je viens de vous raconter là. Je voudrais vous donner quelques exemples illustratifs, parfois peut-être microscopiques au regard de ce que je viens de dire, mais quand même. Je voudrais revenir sur un débat qu'on a eu en France il n'y a pas très longtemps. Au début de 2020, la CNIL, pour nous protéger à tous, a mis en consultation publique des lignes directrices qui explicitent les règles issues du RGPD en matière de recueil du consentement pour les cookies. Vous savez, ces petits programmes, ces petits fichiers qui permettent d'enregistrer les informations quand on fait de la navigation sur Internet. Le texte formule toute une série de recommandations. Et évidemment, comme je le disais, il s'agissait de nous protéger, de protéger nos données personnelles. Et donc, liberté, formidable, ça va dans le bon sens. Et d'ailleurs, le texte vient de se voir validé partiellement par le Conseil d'État. Oui, mais en fait, la Commission européenne vient récemment de le reconnaître, il y a un vrai problème d'implémentation du RGPD. Et malgré la promesse d'il y a 2 ans, vous vous souvenez, le RGPD, l'arme de l'Europe contre les GAFA, oui, mais l'arme aujourd'hui, elle est, par rapport aux GAFA, un peu émoussée. Il se trouve que le système mis en place en matière de régulation du RGPD, c'est un système intelligent, a priori, qui devrait être efficace et qui en gros dit pour qu'en Europe, avec tous nos pays, toutes nos différences et que les entreprises puissent se développer, ce qu'il y a quand même de plus simple, c'est que c'est dans le pays d'origine que vous êtes, au fond, entre guillemets, jugé, c'est les règles, c'est formidable. Seul problème dans cette affaire, même si après, évidemment, il y a une concertation avec les autres et tout se passe bien. Seul problème, c'est que nos amis américains, qui évidemment ont regardé ça avec intérêt, ils ont fait ce qu'on appelle du regulatory shopping. Donc vous choisissez les pays où, au fond, les régulateurs vous arrangent le mieux. Au cas particulier, sur la CNIL, ils sont tous allés en Irlande. J'exagère un petit peu, pardon, c'est ma façon de parler, mais au fond, il y a tous les grands des données, de la fabrication des grandes bases de données, sont allés en Irlande, et la CNIL irlandaise, elle se hâte lentement. Ils n'y sont pas allés que pour des raisons fiscales, donc vous nous dites. Non, pas que pour des raisons fiscales. Mais du coup, quand notre CNIL à nous applique des règles sur une toute petite partie du sujet, qui sont les cookies, plus strictement et plus rapidement que les règles qui devraient s'appliquer génériquement à ces grands acteurs, sur lesquels il y a eu toute une série de plaintes qui ont été déposées dès la mise en œuvre officielle du RGPD, pour ce qui les concerne, ils sont touchés comme les autres, mais sur une petite partie, et on se retrouve dans une situation, au fond, où ce marché de la publicité qui est déjà, publicité numérique j'entends, qui est déjà hyper concentré, alors il y avait un petit bout de concurrence qui se faisait sur, au fond, 15% du marché, parce que pour le reste, oui. Google et Facebook ont... À peu près 85%. Voilà. Ouais. Donc sur les 15% qui restaient, où la presse, justement, essaye de prendre des miettes. Voilà. Mais justement là-dessus, on applique bien strictement les règles. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On renforce les plus forts. Donc, on se retrouve ici avec un cas où on croyait bien faire, et finalement, dans l'état actuel des choses, je ne suis pas très sûr que renforcer les GAFA, ça renforce nos libertés. Premier exemple.
Mais ce regulatory shopping, on l'a vu dans toute une série d'autres sujets. C'est le cas pour la fiscalité, c'est le cas au départ, maintenant ils n'en ont plus besoin, mais au départ Amazon, non c'était Netflix plutôt, ou les deux d'ailleurs, sont allés au Luxembourg, c'est là que la Oui. TVA était la plus basse. Oui, Enfin, ou Netflix est allé à Amsterdam pour pas avoir à respecter un certain nombre de contraintes de financement de la production, par exemple. Mais au fond, il n'y a pas que ce sujet-là. Il y a plusieurs sujets. Autre sujet sur lequel, avant de mettre en place des stratégies purement défensives, il faut regarder, c'est effectivement, par exemple, les sujets de la blockchain et éventuellement des crypto-monnaies, où là, après une période où effectivement l'Europe et la France ont pris des positions très défensives, on a fini par se rendre compte, et en France on a plutôt avancé bien dans un certain nombre de sujets, qu'il fallait arrêter de mettre des lignes Maginot parce qu'elles étaient contournées, et qu'il fallait effectivement mettre en place des stratégies plus sophistiquées. Mais autre sujet qu'on peut prendre, et où là encore la démonstration vient de nous être faite in vivo très récemment avec les élections américaines, les questions de responsabilité, de fake news, de discours haineux. Moi je dois le dire, assez sceptique devant toutes les formes de régulation qui ne concernent que les contenus. Pourquoi ? Parce que, alors, en économiste, je sais que quand on est face à des marchés qui sont ce qu'on appelle des plateformes, si vous ne prenez pas l'ensemble du modèle économique, vous allez au fond pas vous attaquer à la cause du sujet. Les modèles économiques qui sont derrière ces systèmes, c'est des modèles économiques qui visent à maximiser la publicité. Et pour maximiser la publicité, vous avez intérêt à garder les gens sur vos plateformes le plus longtemps possible, etc. Donc, leur demander de bloquer les discours haineux sans aller regarder la dynamique, les modèles économiques, et ne pas regarder ce marché de la publicité dont tout le monde dit par ailleurs qu'il est opaque. Je veux dire, dans une économie de marché, un marché opaque, d'habitude, c'est pas terrible. Et donc, je pense qu'on ne pourra vraiment s'occuper des problèmes de contenu des plateformes qu'en regardant les modèles économiques et en s'y intéressant. Et d'ailleurs, l'autorité de concurrence britannique a sorti 1er juillet, je dois vous avouer que je ne l'ai pas lu en détail, il a 400 pages, je crois, un rapport qui propose un certain nombre de solutions pour effectivement s'attaquer globalement à la régulation de Google et Facebook, en particulier sur les sujets de publicité. Voilà toute une série d'exemples pour dire que, au fond, il faut mettre toutes nos énergies au service d'une compréhension fine des mécanismes de numérique. C'est seulement à cette condition que je crois que nous pourrons fabriquer les règles et les institutions du XXIe siècle qui conforteront nos libertés. Merci. Merci beaucoup, Joël Toledano. Je passe la parole à Alexandre Cadin, qui, je crois, va lui aussi revenir sur ce moment un peu fondateur d'une certaine utopie d'Internet qu'avait été donc cette déclaration d'indépendance du cyberespace en 1996 par John Perry Barlow. Et donc, Alexandre Cadin, vous avez la parole pour nous dire quelle est votre vision justement de cette équation du numérique et de la liberté qui est longtemps apparue comme naturelle et dont on a vu qu'en fait c'était bien plus compliqué et que voilà, que le numérique n'était pas forcément qu'un facteur de liberté et d'émancipation. Merci beaucoup. Et alors, bonjour à toutes et tous. Moi, je suis très heureux de pouvoir participer à cette question et j'ai choisi de la travailler, disons, au prisme de ces imaginaires, d'essayer de tirer le fil des imaginaires qui ont construit cette question autour de numérique et liberté ces dernières décennies, disons, pour essayer de comprendre ce qui fait qu'il y a pour moi encore un autre décalage entre les institutions et le numérique qui est quelque part presque une faillite de nos imaginaires collectifs à appliquer cette question du numérique à une certaine réalité du monde, notamment écologique, qui éclate aujourd'hui. Et alors effectivement, pour démarrer, j'aimerais repartir de cette proposition de John Perry Barlow que Joël vous présentiez comme étant le père effectivement d'une dernière utopie du XXe siècle. Et en partant un petit peu de ces textes comme ça, essayer de voir ce qu'il en est aujourd'hui,
et aussi potentiellement, par-delà la déconstruction de cette utopie, comment faire face aux nouvelles questions que pose ce dilemme numérique et liberté. Alors effectivement, donc, John Perry Barlow, qui est de l'Electronic Frontier Foundation, son fondateur, publie la déclaration d'indépendance du cyberespace le 8 février 1996, et je le cite, il commence par « Gouvernement du monde industriel, vous géants fatigués de chair et d'acier, je viens du cyberespace, le nouveau domicile de l'esprit. Au nom du futur, je vous demande à vous, passé, de nous laisser tranquilles. Vous n'êtes pas les bienvenus parmi nous. » Et plus loin, je ne m'adresse à vous avec aucune autre autorité que celle avec laquelle la liberté s'exprime. Et encore plus loin, nous sommes en train de créer un monde où n'importe qui, n'importe où, peut exprimer ses croyances, aussi singulières qu'elles soient, sans peur d'être réduit au silence ou à la conformité. Je crois que les exemples que vous avez partagés montrent l'écart presque qui s'est forgé depuis en tout cas ce rêve d'une personne et du groupe qui l'a constitué. Mais je crois surtout que ce qu'on peut lire à travers cette qualification d'une sorte de nouveau monde libre qui serait numérique, en tout cas tel qu'il a été rêvé, contre l'ancien monde fermé industriel qu'il décrit, finalement cette opération fait terriblement écho à ce qu'on a connu aussi depuis, à savoir les éclats d'un côté du logiciel libre, les débats torturés autour de la neutralité du net, notamment aujourd'hui. Mais quelque part, pour moi, c'est un imaginaire, un écho, pardon, encore plus direct à un imaginaire particulier, celui qui émerge dans la science-fiction au début des années 80 avec le cyberpunk, le neuromancier de William Gibson, qui imagine ce terme de cyberespace, d'un monde qui finalement pourrait s'extraire des contingences matérielles, qui pourrait se poser à côté du vrai premier monde que l'on connaît, et un imaginaire du coup qu'il avait posé 25 ans avant cette déclaration d'indépendance. Et à les suivre dans ces imaginaires, on pourrait croire d'abord effectivement positivement que le numérique pourrait nous libérer, disons, des contingences physiques, des frontières du premier monde, comme si on allait vivre une sorte de renaissance numérique, un monde où, vous l'évoquiez aussi, on pourrait au bout des doigts avoir accès comme ça à une encyclopédie à laquelle tout le monde participe, Wikipédia évidemment, une renaissance numérique où les outils de communication, de création, de partage de ces éléments seraient universellement accessibles. En tout cas, ça reste encore l'un de ces objectifs, puisque vous le rappeliez, nous sommes bien loin d'un accès universel à Internet, par exemple. Et de manière très prosaïque, c'est une expérience, cette espèce d'extraction des contingences du monde physique que l'on a pu connaître, nous tous, je pense qu'on a eu la chance de connaître durant la difficile période du confinement du Covid, de pouvoir communiquer à distance avec ses proches, sa famille, et de pouvoir télétravailler avec un certain nombre d'applications digitales. Bref, une sorte de rêve d'ubiquité qui a pu revenir un peu sur les lignes de cette déclaration d'indépendance et qui m'intéresse beaucoup. Et de l'autre côté aussi, on peut se dire qu'encore plus loin, cette promesse, ce rêve est accéléré par une autre promesse qui est celle de l'intelligence artificielle qui nous promettrait à son tour de nous libérer d'autres contingences, celle d'un certain travail inhumain notamment, pour finalement enfin connecter parfaitement, en fusionnant presque avec la machine dans un monde parfaitement hybride du réel et du virtuel. Oui, mais, en quelque sorte, tout ça, c'est l'aspect vraiment positif en volée qu'on pourrait suivre chez certains auteurs et penseurs, je sais pas, mais auteurs, et on pourrait qualifier presque que cette liberté-là n'en est pas une. Pour moi, par exemple, je pense que c'est une liberté qui est encodée, qui est par essence surveillée, dirigée, comme une sorte de joueur de jeu vidéo qui se croit absolument libre dans son jeu alors qu'il exécute en réalité le programme d'un développeur qui l'a pensé pour lui. Car finalement, on se rend compte que le mariage de l'intelligence artificielle et de ses déploiements économiques en particulier reviennent bien souvent à nous encoder, nous humains, pour prédire au mieux nos désirs et nos émotions, si ce n'est pour les orienter. On peut noter par exemple quelque chose qui m'amuse toujours, qui est que les fameux algorithmes de recommandation sur des plateformes qu'on ne citera pas, il y a un certain temps nous disaient « vous avez acheté ce livre ?» D'autres qui ont acheté ce livre ont également acheté ce livre. Et depuis 5 ans, ces algorithmes nous disent « vous avez aimé ce livre, vous adorerez ce livre-là ». Et ces plateformes qui sont numériques, et bon de le noter, sont, pour ne pas les citer, du coup, également aujourd'hui avec Amazon Books, dans le monde physique, avec exactement le même système, de nous promettre que l'on aimera quelque chose par détermination.
Alors évidemment, quelle liberté dans un monde où l'on détermine notre propre plaisir, surtout que l'on sait avec tout le sujet que vous évoquez des bulles cognitives, de se retrouver sur les réseaux sociaux toujours avec les mêmes personnes, avec les mêmes affinités. On ne voit pas venir qu'un certain président se retrouve à être élu, puisque l'on ne communiquait pas forcément avec les personnes qui étaient attachées à ses convictions. Bref, tout se passe finalement comme si c'est à l'envers que ça se passait, comme si c'est nous, humains, qui augmentions la machine de nos pulsions vivantes. Et le cyberespace romantique devient pour moi plutôt la matrice un peu glauque des frères et des sœurs, désormais d'ailleurs, Wachowski. Une matrice qui est une pieuvre de câbles qui suce notre énergie. Et vous vous rappelez cette image dans Matrix où nous sommes vraiment en veille, absorbés complètement par ces machines. Bref, une sorte de renaissance numérique qui pourrait en quelque sorte se transformer en nouvel âge sombre. C'est ce que propose un artiste et philosophe que j'adore, James Bridle, qui propose que l'on vivrait dans un New Dark Age, un monde dans lequel l'explosion de données ne veut pas dire intelligence, elle ne formule même pas de connaissances puisque nous sommes envahis par tant d'informations qu'il est devenu trop complexe de la saisir. Et que dit-il? Nous sommes obligés de développer des narratifs, des récits très courts, très rapides, en gros du complot, pour réussir à comprendre ce qui nous entoure. Donc loin encore de la liberté. Et ainsi, le cyberespace promettrait dans ce cas dangereusement de se séparer du monde premier. Et c'est là le deuxième point qui m'intéresse terriblement pour cet enjeu de liberté. Si je reprends une dernière citation de mon côté de John Barlow, il explique « Notre monde est à la fois partout et nulle part. Plus loin, il n'a pas de matière. Plus loin, pas d'ordre accompagné de contraintes physiques. » Et c'est là pour moi la plus grande des erreurs ou en tout cas le plus grand des dangers pour l'époque que nous connaissons, de considérer que ce cyberespace, s'il existe encore, pourrait être une sorte de refuge au monde réel qui se détournerait des réalités physiques complexes que l'on connaît, une sorte, dernière science-fiction de Westworld dans lequel une certaine classe de personnes privilégiées pourrait se permettre de s'abandonner à l'irréalité sans conséquence pour le premier monde dans leur première vie. Bref, pour moi, le problème, c'est que tout ça, c'est assez faux. Que le cloud est fait de câbles et de serveurs gris refroidis à l'eau, rien de plus matériel. Que l'empreinte carbone du numérique que l'on connaît nous rappelle à cette difficile rapport que l'on ne vivrait que sur un seul monde et qu'il n'y aurait finalement pas d'autre, simplement des sortes de miroirs déformés et celui-ci peut s'appeler numérique. On se retrouve toujours au même endroit. Alors la question que ça pose pour moi, c'est comment alors penser le numérique, non comme une libération folle et naïve des contraintes matérielles d'un monde que l'on sait fini, mais au contraire comme une opportunité de reconnecter à la complexité de ce premier monde, le seul que l'on est vraiment. En gros, comment faire en sorte que ce numérique soit un détour et pas une fuite. Et je pense, si je m'amuse à poursuivre et à finir le fil de notre camarade Barlow, qu'il nous faudrait plutôt aujourd'hui bâtir une déclaration d'interdépendance pour saisir que notre liberté en réalité n'est jamais qu'un lien et que par définition nous-mêmes humains ne sommes rien d'autre qu'hétéronomes. Nous dépendons d'abord les uns des autres et il y a peut-être 3 niveaux où on pourrait s'amuser à penser cette déclaration. Évidemment, entre nous les hommes, penser comment nous pourrions tout simplement mieux partager l'opportunité d'un espace hybride entre le numérique et le virtuel. William Gibson disait lui-même cette phrase sublime de dire « le futur est déjà là mais il est mal distribué », donc comment faire en sorte que l'on peut mieux y participer. Entre nous et les machines aussi, une interdépendance essentielle qui est construite par défaut avec l'intelligence artificielle qui se construit par nos données, les algorithmes que nous avons la gentillesse de développer. Et c'est notamment le cas effectivement donc de l'objectif un petit peu de la mission que l'on se pose dans le AI Commons que nous avons initié avec Amir Bani Fatemi et avec un certain nombre de partenaires, notamment Yoshua Bengio à l'ONU notamment, pour essayer avec l'initiative du AI Commons de créer une sorte de Creative Commons de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire une initiative qui a vocation à démocratiser l'accès aux ressources de l'intelligence artificielle, aux données, aux algorithmes, à la puissance de calcul, par un système de licence qui permet effectivement de penser une gestion en commun de ce qui devrait être pour nous un bien commun, l'intelligence artificielle. Et surtout, je pense, peut-être pour finir là-dessus, que ce 3e degré d'interdépendance, c'est peut-être bien le 1er degré, doit être entre les hommes, les machines, mais bien aussi leur écosystème naturel, la Terre, le vivant, pour finir enfin par jouer collectivement et relever les défis de l'Anthropocène, des sortes de défis qui nous incombent par définition puisqu'on les a créés. Et j'ai une dernière image qui me vient en tête, c'est celle d'une performance d'une artiste que j'adore, Rocio Berenguer, qui imaginait un G5 qui serait une réunion interespèces où on devrait essayer de négocier nos territoires, nos rapports économiques avec le minéral, le végétal et notamment d'ailleurs les machines dans sa proposition pour enfin réconcilier en quelque sorte les règles du monde que l'on a la gentillesse de construire ou peut-être le tort de construire parfois
avec celle de la Terre qui nous a portés. Et donc, pour moi, la question qui se pose, c'est peut-être de se dire que contre la promesse froide d'une immortalité de la machine, on pourrait se rappeler que nous ne serons libres qu'à condition d'abord d'exister. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexandre Cadin, pour cet exposé nourri de beaucoup de références et qui effectivement pose bien la question de cet imaginaire d'Internet dans lequel, et des réseaux dans lesquels on vit aujourd'hui, de cet imaginaire qui s'est peut-être un petit peu abîmé par rapport aux grandes promesses qu'il formulait à ses débuts. Barry-Lynn, je vous laisse tout de suite la parole. Donc vous êtes avec nous depuis Washington. Comme je l'ai dit, vous vous intéressez beaucoup à la question des monopoles et de la manière dont, dans le système économique actuel, comme l'a aussi dit Joël Toledano, on a un prisme d'une certaine manière à la concentration, au renforcement d'écosystèmes numériques de plus en plus puissants. Et on peut vous poser la question, est-ce que c'est un danger pour la démocratie, pour la liberté d'expression, et comment voit-on ce débat aujourd'hui de l'autre côté de l'Atlantique? Voilà, à vous la parole. Merci beaucoup pour de cette invitation. Je suis très honoré de faire partie de cette conférence, encore une fois. Je pense que c'est le jour de l'indépendance, comme vous savez, pour d'autres pays. Donc et donc comme vous le savez, le 4 juillet était un jour de débat, de lutte pour la liberté. Donc cette discussion est tout à fait appropriée. Donc je ne vais pas me concentrer sur l'accès à l'Internet, mais plutôt sur le pouvoir des applications en ligne qui contrôlent l'accès à l'Internet. Par ce cadre, ce que je peux dire, c'est que vous regardez par ce cadre, aujourd'hui, nous sommes confrontés à la plus forte menace pour la démocratie et la liberté. Pour les Européens, c'est la plus grande menace depuis la guerre. Pour les Américains, c'est depuis la Première Guerre mondiale, leur guerre civile. Nous avons également les plus grandes opportunités pour rendre le monde plus équitable, ouvert et pour une société plus durable. Et peut-être que c'est une situation sans précédent. Donc, qu'est-ce qui fait que ce moment est si dangereux? La réponse est très simple, en fait, les pouvoirs des monopoles. Le pouvoir de Google, Facebook, Amazon. Ce n'est pas simplement la taille qui rend des entreprises des menaces. Il y a deux choses qui les rendent dangereuses. D'abord, c'est leur contrôle sur les accès au marché. Si vous voulez vendre quelque chose, voir quelque chose, dire quelque chose, vous ne pouvez pas le faire sans passer par leurs entrées. Ensuite, ils ont une licence de discrimination, de traiter chacun vendeur-acheteur différemment pour faire payer chaque vendeur et acheteur à un prix différent et pour fournir différents services, différentes informations. Les maîtres de ces entreprises ont construit des machines de manipulation décidées à détourner vos décisions, qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut lire, comment il faut voter et même comment il faut penser. Et nous voyons ce danger politique, cette manipulation. On le voit très clairement lorsqu'on regarde donc ce qui s'est passé avec les fake news, les fausses informations. Après tout, leur modèle commercial n'est rien d'autre en fait que, bien sûr, c'est des machines de manipulation et donc ils vont donner ces machines à n'importe quelle personne qui veut se servir pour faire de la publicité. Prenez, ça peut être Unilever, ça peut être n'importe qui. Et nous savons également qu'on voit ce danger également dans la façon dont les informations de valeur sont écrasées, broyées. Et comme nous le savons maintenant, Google et Facebook gagnent leur argent et 200 milliards de dollars de revenus. Ils font cet argent en détournant les dollars de publicité des éléments publicitaires, les télédiffuseurs, et non seulement donc les anciens publicitaires, mais également les publicateurs, les éditeurs en ligne. Et Google, Amazon et Facebook détournent ces milliards de dollars dans leur propre poche. Et le coût
le coût, et c'est des thousands et des thousands et de journalistes qui n'ont plus de travail, de gens qui perdent c'est vraiment dangereux avec le Covid. Avec la crise Covid, c'est extrêmement dangereux. Mais il y a quelque chose qui est qui est en jeu encore ici. Le danger politique vient également de la capacité des entreprises à manipuler le commerce lui-même, comme manipuler la parole et entre la façon dont elles manipulent entre le vendeur et l'acheteur. Et ils utilisent leur connaissance intime de ces personnes ensemble avec leur laissance à ouvrir ou fermer les portes du marché sans autre règle que leur propre volonté. Et d'en plus, ces entreprises ont la possibilité d'extorter, même aux plus grands vendeurs, aux plus grands éditeurs, ils peuvent extorquer des fonds et la peur de la rétribution, de la punition et d'être coupés du marché. Cela veut dire que ces entreprises vont faire payer ces éditeurs et ces vendeurs ce qu'ils veulent, et ils leur disent à ces orateurs ce qu'ils ne doivent pas dire et même sometimes ce qu'ils doivent dire. Et donc ce que l'on voit de plus en plus, c'est rien d'autre que la pyramide des pouvoirs, et avec donc, ce sont les maîtres du marché aujourd'hui, Google, Facebook et Amazon, qui deviennent les maîtres du marché. L'année dernière, les Américains ont pris que les entreprises américaines avaient modifié leur discours en raison de peur des punitions des Chinois. Par exemple, Disneyland, Nike, etc. Ces entreprises ont répété de la propagande chinoise. Donc, ils ont modifié certaines nouvelles et informations. Ils ont fait de la promotion au début de politique chinois auprès du gouvernement américain à Washington et tous les gouvernements européens. La même chose s'applique également pour les entreprises qui ont peur de Google, Facebook et Amazon. La même peur, parce que c'est des entreprises. Puis, de la même façon que les entreprises racontent les mensonges de Pékin, ben, ils font la même chose avec les mensonges des menteurs de la Silicon Valley. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a 10 ans, le Open Market a été créé. L'institut a été pour retravailler sur l'acte antidiscriminatoire aux États-Unis. On veut que les gens voient que nous avons des concentrations de pouvoir économique qui sont dangereuses pour la démocratie. On veut que les gens voient que nous avons aujourd'hui on doit pouvoir briser ces pouvoirs privés. Et si les gens voient ce pouvoir, ils sont terrifiés. Mais ce qui est plus important, c'est que les gens il y a des gens qui sont prêts à se battre contre ce pouvoir. Ils ne le font pas par l'administration de Trump-Washington, ils le font par les gouvernements d'État, par d'autres moyens. Et donc, pour lutter contre ces pouvoirs. Mais il est temps de passer à l'étape 2 de cette lutte, et cela veut dire tous dans le monde entier, tous les citoyens, pour ressusciter l'idée que le droit la loi qui a été passée avant l'acte Sherman. La loi Sherman, c'était l'acte de 87, le décret de 87 qui voulait enlever complètement des chemins de fer, des entreprises téléphoniques, etc., toute capacité de discriminer la façon dont ils discriminaient tout vendeur, acheteur. Mais depuis, au cours du XXe siècle, les États-Unis et toutes les vraies démocraties ont utilisé ces principes pour clarifier cette loi, pour neutraliser toute technologie intermédiaire des grands networks, le téléphone, l'Internet lui-même, etc. Donc, notre défi aujourd'hui est le même, c'est de neutraliser Google, Facebook et Amazon en leur enlevant toute capacité de faire de la discrimination sur la façon dont ils traitent les vendeurs ou les acheteurs, les orateurs ou les auditeurs. Le sénateur Sherman, qui a été l'un des grands héros de l'émancipation aux États-Unis, l'un des grands héros de la guerre civile, a bien compris ceci. Il a dit c'est le droit de toute personne de travailler dans n'importe quel endroit et de transformer et transporter toutes ces marchandises dans les situations similaires. Et ceci, c'est ce qu'on appelle la liberté industrielle. C'est les fondations de l'égalité des droits et de tous les privilèges et prérogatives. Aujourd'hui encore, le défi le plus important dans tous les défis que nous avons à relever, c'est d'utiliser le même droit et réglementation pour être certain que Google, Facebook, Amazon et l'ensemble des intermédiaires essentiels vont dédier leurs ressources à servir
la population plutôt que d'extorquer des fonds et manipuler les gens. Chaque vendeur, chaque acheteur, chaque orateur today doit avoir la liberté de transporter sa production et de vendre leurs idées, de partager leurs idées en termes et conditions égales et dans des circonstances d'égalité et d'équité. Et donc, comme depuis la guerre civile aux États-Unis, la guerre d'indépendance, la guerre d'indépendance, tout pouvoir monopolistique est une menace pour la démocratie et donc nos lois anti-monopole qui sont la clé pour la liberté. Ce sont les clés pour la démocratie. Donc, j'ai mentionné, au début, nous avons cette possibilité, c'est un moment d'opportunité. Donc, qu'est-ce que c'est que cette opportunité? Plutôt que simplement de préserver, protéger nos libertés, plutôt que de simplement protéger notre démocratie. Bon, cette opportunité, c'est rien d'autre que de construire une communauté globale plus juste, plus équitable, plus ouverte, en ouvrant la porte à l'innovation bottom-up dont nous avons besoin, de transformation dont nous avons besoin pour véritablement arriver aujourd'hui à un monde dans lequel nous pourrons vivre demain à plusieurs reprises. Mais mon ami John Perry Barlow a été mentionné par un orateur précédent. Sa vision n'est plus aujourd'hui présente sur l'Internet. Sa vision, peut-être, on peut obtenir sa vision si on y arrive, si on se relève pour traiter pour faire face à ces monopoles gigantesques et terrifiants. Si nous continuons et si nous nous opposons, c'est-à-dire enlever leurs pouvoirs fondamentaux, si on continue à penser que les taxes sont importantes, lorsqu'on a affaire aux plus grandes entreprises de l'histoire de l'humanité, si on n'arrive pas à cela, on échouera et les conséquences physiques et humaines seront énormes. Mais si vraiment nous attaquons à cette tâche et si nous redéfinissons les modèles commerciaux des entreprises, si nous redéfinissons les structures de ces entreprises et si on met cette économie pour servir la démocratie et la liberté, alors je pense qu'un grand futur s'ouvre pour nous tous. Merci de votre attention. Pour votre intervention. Donc on l'a vu, on a brassé beaucoup de sujets autour de ce thème de la liberté et du numérique et finalement un petit peu de quelque chose qui a fini un petit peu peut-être par certains côtés à tourner à une forme de cauchemar ou en tout cas à une vraie difficulté de faire vivre aujourd'hui le numérique et la liberté et la démocratie et je voulais peut-être, pour relancer le débat, poser une question à Joël Toledano et lui demander, vous nous avez dit, l'important c'est de bien connaître les écosystèmes numériques, de bien connaître comment ils fonctionnent et de voir comment, d'une certaine manière, on peut mieux les réguler, les encadrer et connaître les effets à long terme du numérique, ce qui est difficile étant donné que c'est quand même une matière nouvelle. J'avais envie de vous demander, est-ce que ce qu'on voit aujourd'hui avec la Commission européenne, avec Margrethe Vestager, avec un certain nombre de décisions prises par le Conseil de la concurrence en France, qui n'empêchent pas que, justement, il y a quelques très grandes entreprises qui gardent un pouvoir et qui sont effectivement, comme vient de le dire Barry Lynn, dans des situations de monopole, mais est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui un début de réponse et est-ce que les différentes actions entreprises aussi également par la Commission européenne, les différentes amendes qui ont été qui ont touché ces derniers temps les GAFA, est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui rentré aussi dans une nouvelle période où on commence à essayer de réguler et de connaître justement ces effets Oui, bref, c'est ça. on commence, comme vous dites, mais je crois que le débat, il commence. Alors, on est devant une contradiction. D'un côté, j'ai envie de dire il faudrait aller très vite parce qu'il faut arrêter de prendre du retard. Et d'un autre côté, on sait que c'est des mécanismes qui prennent un tout petit peu de temps. Pour l'instant, le débat, il est ouvert. D'ailleurs, la Commission européenne nous a présenté
un certain nombre d'options. Il y a une consultation publique qui est lancée avec toute une série d'options. Et en réalité, par exemple, il y a visiblement un choix qui n'est pas encore tranché entre, je vais le faire court et peut-être un peu technique, et dans ce cas-là, vous me poserez des questions plus précises, entre régulation et concurrence. On a des propositions de modification du droit de la concurrence qui apparaissent assez importantes. Et puis d'un autre côté, on a des hypothèses de régulation qui... Or, moi, j'ai de ce point de vue-là une vision personnelle qui est, par expérience aussi, que la situation est telle, comme nous l'a décrivé d'ailleurs Barry Lynn aussi, que le droit de la concurrence, il a montré qu'il n'était pas capable, au fond, de faire évoluer des structures de marché. OK, il y a eu des amendes qui ont été effectivement, mais soyons clairs, d'abord ces amendes, elles n'ont toujours pas été validées par la Cour de justice des communautés européennes, donc on est sur un process. Là encore, ça va dans le bon sens, mais tout ça n'est pas encore, j'ai envie de dire, inscrit dans le marbre. Et c'est très long. Et c'est très long. La technologie va beaucoup plus vite. Et d'une certaine façon, vous savez, c'est un peu comme les moustiques sur le dos d'un éléphant. Hein. Les économistes vous diraient il y a une petite taxe pour avoir le droit d'exploiter ces rentes de monopole. Donc, ça fait plaisir à tout le monde. Il y a un petit côté Robin des Bois. Mais en dehors de ça, on n'y est pas. Je veux dire, quand l'autorité de la concurrence condamne Google il y a pas très longtemps sur une affaire de publicité, ils n'ont jamais fait que leur demander de faire ce qu'ils leur avaient déjà demandé de faire il y a 10 ans. Too bad. Donc, si vous voulez, oui, on commence à progresser, mais il faut changer de méthode. Quand je dis il faut savoir faire, l'intérêt de la régulation, c'est que ça s'ajuste. L'intérêt de la régulation, c'est que ça peut poser des contraintes et évoluer. D'ailleurs, on a appris dans toute l'histoire de la régulation, la première ouverture à la concurrence des télécoms, ça n'a pas marché. C'est seulement quand est arrivé le haut débit et avec le dégroupage, enfin, c'est encore un autre sujet, qu'effectivement, les concurrents ont pu rentrer et fabriquer des modèles économiques qui devenaient pérennes et pas qui étaient bâtis sur des tarifs fixés par un régulateur qui tous les ans se changeaient, etc. Donc, on va dans le bon sens, il faut y aller le plus vite possible, mais avec l'assentiment de nos concitoyens. Ça va être fondamental, parce que, on le voit bien, chaque fois que Google a été condamné, il a trouvé des remèdes, qui étaient des remèdes où il faisait payer ses concurrents. C'est quand même formidable. C'est rare les mondes comme ça, où la solution, c'est de faire Google Shopping, c'est je fais payer mes concurrents pour qu'ils aient le droit de se mettre à côté de moi. Et que la discrimination s'arrête partiellement, j'ai envie de dire. Donc, comme on a des acteurs qui fournissent des services auxquels nos concitoyens tiennent, il va falloir faire attention à ce que les modalités de régulation ne conduisent pas à ce que nos concitoyens nous disent « mais attendez, vous nous avez enlevé des services auxquels on tenait ». Donc il va falloir construire des chemins qui soient à la fois légitimes, préservent les libertés et préservent un certain nombre de choses. Et n'aille pas trop lentement, trouve des solutions, les modifie, les adapte, qu'on puisse faire au fond quelle est l'une des grandes forces de ces acteurs? C'est qu'ils passent leur temps à tester des choses. Quand vous regardez, Google Search, il change le moteur de recherche de Google, il change des milliers de fois par an. Enfin, on est dans un monde qui évolue tout le temps. Et nous, on est à chaque fois à rechercher des données statiques, etc. Il faut qu'on soit capable de faire tester des remèdes, de faire évoluer le système, de trouver comment on introduit vraiment de la concurrence, comment on fait en sorte que, comme on arrive à sortir de cette monopolisation des marchés, quand il y a, c'est ce que disait tout à l'heure Barry Lynn, c'est-à-dire qu'on est face à des gatekeepers, des gens qui bloquent l'entrée, et ben il faut trouver les moyens. Est-ce que c'est ici par l'interopérabilité? Enfin bon, je pourrais, mais là, vous m'interrogez. Oui, on n'a pas énormément de temps, mais voilà, merci beaucoup. Non, merci beaucoup, parce qu'il faut qu'on garde 2 minutes pour les questions. Hein, on a quelques questions. Voilà. Alors, juste... Alexandre, vous,
peut-être le prisme par lequel vous rentrez, et peut-être vous pouvez juste nous en dire 2 mots pour nous expliquer cette philosophie, c'est celui des communs. C'est celui des communs. Alors, c'est l'Internet comme un bien commun, l'intelligence artificielle comme un bien commun. On voit bien aujourd'hui que chaque plateforme, chaque GAFA a sa propre intelligence artificielle qu'il n'est pas prêt à aller partager comme un commun, comme un bien commun avec d'autres. En 2 mots, hein, et vraiment rapidement, parce que je voudrais repasser la parole à Barry Lynn, et après, voilà, vous donner un petit peu les petites questions les questions qui nous sont arrivées. Comment on progresse comment on fait de l'Internet un commun? Oui, alors de l'Internet et en particulier avec les travaux qu'on essaie de mener avec le AI Commons, le parti pris est de dire que l'intelligence artificielle, par construction, puisque l'on contribue chacun avec nos données à son progrès, devrait être un bien commun informationnel, un bien qui serait géré, maintenu par des communautés de gens qui y contribuent. Très concrètement, ça voudrait dire que l'on pourrait être en mesure, chacun en tant que citoyen, de reprendre l'accès ou en tout cas la possession de nos données, de savoir surtout quelle catégorie de données est gérée par quelle catégorie de services. Il y a un projet là-dessus, par exemple, à la mairie de Barcelone, le projet Decode, qui a vocation à pouvoir redonner le contrôle de ces données à ses citoyens pour savoir quand est-ce que tel service, par exemple, de géolocalisation l'a utilisé. Et on pourrait choisir ensuite, par exemple, d'utiliser toujours ce service gratuitement ou au contraire de reprendre nos données pour peut-être avoir à le payer, je ne sais pas, puisque nos données sont la contrepartie souvent de la gratuité de ces services. Donc le parti pris qui est le nôtre est effectivement d'engager une réflexion sur la manière dont l'intelligence artificielle pourrait se construire comme un bien commun. Le moyen par lequel on y arrive en ce moment, on y travaille, c'est effectivement de travailler un système de licences qui permettent à chacun de pouvoir savoir à quel endroit ces données sont en train d'être utilisées ou non, et de pouvoir tout simplement les réemployer dans le sens qui leur paraît le plus juste. Très bien, merci. Barry Lynn, peut-être un tout petit mot, mais vraiment très rapidement, s'il vous plaît, parce que on vous a dit, on a également 1 ou 2 questions. Aujourd'hui, les tentatives, vous nous avez dressé un tableau assez apocalyptique du pouvoir aujourd'hui de quelques grandes sociétés sur l'Internet aux États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, la régulation, comme l'a dit Joël Toledano, la régulation de l'Internet aux États-Unis et de ces grands acteurs, elle est en train de progresser ou pas? Eh bien oui, c'est un tableau assez sombre parce que c'est un problème énorme. Comme je l'ai dit, les gens commencent à se réveiller, à prendre conscience de ce problème, et ce, à un rythme très rapide. Nous avons le Congrès, nous avons des autorités de régulation. Ce qui m'encourage le plus, et vous savez, ça fait 20 ans que je me penche sur ces questions de monopole, c'est que cette dernière année, eh bien, beaucoup d'États ont, donc 49 pays se sont réunis et ont ouvert une instruction sur Facebook. C'est sans précédent aux États-Unis. Ça, c'est la vraie démocratie à l'œuvre. Les gens se lèvent et utilisent eh bien, la législature de leur État et disent le gouvernement de Washington peut-être ne marche pas, et peut-être en train d'être capturé et phagocyté par de mauvais agents, des agents nuisibles, mais nous prenons ça entre nos mains au niveau de nos États. Merci. Merci. Donc, il y a effectivement des procédures contre Facebook, il y en a aussi contre Google. Je vous donne très rapidement un petit peu la tenue des questions, je vais vous les donner, et puis on refera un petit tour de table très rapidement parce qu'il nous reste à peine 6 minutes maintenant, hein, et on nous a demandé de terminer à l'heure. Donc, on nous demande, on a une question sur le fait de savoir sur cette souveraineté de l'information et des données personnelles, est-ce que la solution peut-être résiderait aussi dans le fait de pouvoir réussir à faire émerger des acteurs européens de premier plan, ce qu'on n'a jamais réussi. On a toujours parlé de Google européen,
européens, de géants du numérique en Europe, et on voit bien que c'est très compliqué. On a aussi une question sur l'émergence des Chinois, des fameux BATX chinois. Est-ce qu'on va vers une espèce de nouvelle giga-confrontation entre quelques très gros acteurs américains qui sont déjà très présents partout dans le monde et des Chinois qui pour l'instant étaient surtout en Chine mais qui sont peut-être aussi en train de commencer à se développer à l'étranger. On voit bien une application comme TikTok qui est chinoise, qui a aujourd'hui un succès absolument phénoménal, y compris aux États-Unis. Et puis voilà. Puis on a une question également sur comment dire, le Big Brother des données américains qui à travers les GAFA qui nous phagocyte et qui phagocyte nos libertés, et puis de l'autre côté une version chinoise qui est celle d'une censure généralisée de l'Internet. Est-ce que c'est ça ce qui nous attend? Et finalement, toute la question derrière, c'est un petit peu, est-ce qu'il y aurait une voie européenne dans tout ça, voilà, comme le RGPD avait cherché à l'être. Mais donc voilà, que peut faire l'Europe? Peut-être. Oui, je suis désolé. Non, mais bon. Non, mais est-ce qu'il y a une conception de la liberté en Europe qui n'est pas la même, ou est-ce qu'il y a une approche européenne qui peut être différente, peut-être? Alors, d'abord, quelques petits éléments très rapides. Quand on parle de données, il n'y a pas que les questions des données personnelles. Bien sûr. Toutes les questions des données industrielles est un véritable enjeu sur lesquels on part aujourd'hui avec un certain nombre d'atouts. Il faudra les conserver. Deuxièmement, c'est très difficile de programmer un géant européen. Par contre, considérer que notre premier objectif, c'est de remettre de la concurrence et que cette concurrence, elle vienne de partout et que du coup, on n'est pas des acteurs qui nous imposent un certain nombre de choses et qui décident de la loi à la place de nos États. Je pense que c'est une première étape, qu'après tout, parmi ses concurrents, il émerge un certain nombre d'Européens. Ce serait bien, et pourquoi pas. Je pense que, oui, les Chinois, on va les voir partout, mais dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui, les acteurs dont on parle, ce sont les GAFA. Les acteurs que les Chinois viennent concurrencer. Il faut faire très attention avec cette sorte d'épouvantail chinois, où soit on ne les présente comme « mais vous inquiétez pas, vous voulez de la concurrence, les Chinois vont arriver ». Non, je crois pas. Je crois que tout ce que voudront faire les Chinois, c'est de faire la même chose que les précédents. Donc notre problème, c'est d'arrêter de faire que notre marché soit un marché mis aux enchères par des acteurs différents avec des pouvoirs, etc. Bon, voilà, très rapidement répondu à Merci beaucoup. Alexandre? Oui, la réaction que j'ai en entendant effectivement ce dilemme entre une sorte de modèle de non-liberté d'un côté sous l'autorité de l'État chinois ou des monopoles de marché américains, c'est qu'effectivement, je crois qu'il y a vraiment la place pour une troisième voie qui est en fait latente en Europe. Moi, ma conviction, c'est que la valeur ne se créera qu'à condition de travailler les vrais défis de l'époque et en particulier l'enjeu de l'écologie que je trouve tout simplement prioritaire, ne serait-ce que pour la survie de différentes espèces dont la nôtre, et que aborder ces enjeux, notamment au prisme du numérique, pourrait nous donner une valeur ajoutée sur un sujet qui est tout à fait nouveau. Je regrette de mon côté qu'on parle encore de Google européen. Je trouve ça insensé. Chercher à faire un Google européen, ça voudrait dire se battre avec 25 ans de retard contre des gens qui ont monté un moteur de recherche et qui aujourd'hui développent un laboratoire d'innovation de rupture qui s'appelle Google X depuis 10 ans, qui est financé plus d'1 milliard par an, pour inventer le prochain Google. Donc au sein de Google, ils inventent le prochain Google et ils ont l'obligation de faire tout sauf un moteur de recherche. Et nous, on est en train d'essayer d'inventer le futur en copiant un passé qui est en train de péricliter, quoi. Donc, très concrètement, moi, j'ai une forte confiance dans les savoir-faire et l'intelligence européenne qui, d'ailleurs, nourrit beaucoup ces plateformes-là, notamment au niveau technologique, en termes de savoir-faire. Et concrètement, si on était capable de utiliser ce savoir-faire à des fins écologiques, et notamment peut-être avec une stratégie des communs, je suis sûr qu'il y a une voie européenne qui ne serait pas difficile de dessiner. Merci. Je suis désolé de ces conclusions aussi rapides. Bariline, vous aurez le dernier mot et il vous reste 1 minute. Voilà.
Voilà. Est-ce que vous attendez quelque chose de l'Europe, une autre? Bien, ça a été vraiment une très bonne discussion. Merci beaucoup. Les Européens ont beaucoup de pouvoir par le biais de leur gouvernement. Il faut juste qu'ils apprennent à s'en servir. Et ça commence à se produire. Et ce que les Européens doivent faire, eh bien, c'est forcer leurs législateurs à faire appliquer la loi. Margaret Vestager, jusqu'à il y a peu, disait que ce n'était pas le boulot de l'Union européenne de faire cela. Il y a 2 semaines, elle a dit que c'était à l'Union européenne de le faire. Donc je pense que c'est un pas dans la bonne direction et les Européens doivent être derrière Margaret Vestager et tous les législateurs à pousser plus contre les monopoles. Vous avez le pouvoir, servez-vous-en. Merci beaucoup, Bariline. Merci à tous nos intervenants. Merci beaucoup à Valérie Mignon. Voilà. Et à bientôt pour d'autres débats sur le numérique et les technologies.